Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Alain Akwala, ministre à la présidence chargé des zones économiques spéciales. Bonjour M. le ministre. Bonjour. Cela fait 3 ans que votre ministère existe et c'est une création pratiquement aujourd'hui. Oui, mine de rien, cela fait 3 ans que le temps passe vite. Et la création de ce ministère correspond à une ambition, à une vision stratégique du président qui a placé son nouveau mandat après sa réélection en 2009, on va dire sous le signe de la modernisation de notre économie et de son industrialisation. Quel est le cahier de charges qui vous a été confié? Simple. À travers ce ministère, nous devons faire en sorte que le Congo, qui jusqu'ici vivait de sa rente pétrolière, qui se trouve jusqu'ici dans une sorte d'hémiplégie économique, et bien, conformément aux attentes des populations, et bien que ce ministère serve, si vous voulez, de catalyseur ou de vecteur d'accélération de l'attrait des investisseurs dans notre pays, afin que nous puissions arriver à transformer nos matières premières, à créer de la valeur ajoutée et bien entendu à créer des emplois, parce que le pétrole fait du bien, si vous voulez, au niveau des finances publiques, fait du bien en termes, disons, d'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs, notamment le taux de croissance économique. Notre pays a enregistré des records de taux de croissance depuis quelques années. Cela fait du bien également au cadre macroéconomique de notre pays, mais la finalité de toute action publique, c'est d'arriver effectivement à répondre aux attentes des populations. Mais pour avoir un ministère des zones économiques, il faut qu'il en existe déjà. Oui, on crée le ministère, ensuite on décide de créer les zones économiques. Donc au Congo, le président a décidé d'en créer 4. Une à Pointe-Noire, la première si j'ose dire, la seconde à Brazzaville où nous nous trouvons, la troisième à Oyo-Lombo où se trouve une infrastructure aéroportuaire très importante. C'est un aéroport international qui a été construit là-bas et on pense qu'autour de cet aéroport, il y a une possibilité de créer justement, on va dire, une économie. Et puis la quatrième, c'est du côté d'Ouesso. D'accord. Généralement, dans l'économie internationale, on dit de l'Afrique qu'elle ne pèse pas très lourd, qu'au mieux, en étant généreux, elle prend 4% du commerce international. Est-ce que vous voulez, de votre façon, faire mentir cette affirmation, cette déclaration? Absolument, parce que pour le président, l'Afrique joue un rôle, ou a toujours joué un rôle, d'une économie passive. C'est-à-dire, ce sont les anciennes colonies qui ont donné une certaine spécification à chaque économie africaine, et ceci se déroule encore jusqu'à aujourd'hui. Même si c'est vrai, à un moment donné, l'Afrique a pris conscience de cela depuis quasiment les 10 années après l'indépendance, où on a, si vous voulez, atteint une espèce de moment de prise de conscience de cette importance de l'économie africaine. C'était au plan d'action de Lagos, où les décideurs africains de l'époque avaient estimé qu'il fallait que l'Afrique s'intègre économiquement. Dans les années 80. Dans les années 80 à Lagos. Parce que nous avons en fait des économies qui sont, on va dire, dans une espèce de direction verticale. Les matières premières partent de chez nous, vont en Europe, en Occident, elles sont transformées et nous les réimportons en produits finis. Et fort de cette conscience, eh bien, on a décidé justement d'aller vers une économie intégrée parce qu'il y a un potentiel, on va dire, d'une croissance inclusive entre nos pays qui est très important. Donc, l'évolution, ou si vous voulez, le tournant qu'a pris l'économie mondiale avec l'émergence justement des pays tels que le Brésil, l'Inde, la Chine et bien d'autres, eh bien, montre aujourd'hui qu'il est possible de sortir du sous-développement, il est possible de changer les paradigmes, mais à force de travail, bien sûr, et qu'il est possible que nous puissions avoir notre place aujourd'hui. Et donc la perception, d'ailleurs, des pays du Nord de l'Afrique change. La preuve, c'est que vous avez, je crois,
suivi au lancement du magazine Forbes ici à Brazzaville, ce qui est un indicateur très important. Magazine américain, américain mais version francophone. française. Américain, version française. Je laisse les géostratèges imaginer ce que ça veut dire. Mais on a quand même entendu deux anciens premiers ministres, et pas les moindres, eh bien, parler maintenant de l'Afrique, d'un axe euro-Afrique. Voyez-vous, donc c'est important. Quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel se trouve la zone euro et celui dans lequel se trouvent les économies émergentes telles que celles que vous avez citées, le Brésil, la Chine, l'Asie de façon générale, on est tenté de dire que votre modèle serait naturellement l'Asie ou les pays émergents. D'abord, ce qui se passe au niveau de l'économie européenne, on va dire le néolibéralisme triomphant a emmené ces économies vers une espèce d'une économie casino, une économie de casino. Bon, on sait ce qui se passe lorsque vous misez et qu'après vous perdez. Mais souhaitons qu'effectivement ces pays puissent trouver solution à cette situation. Mais la solution à cette situation économique ne sera pas intra-occidentale ou intra-européenne, parce qu'on peut considérer que le potentiel de croissance, de création de croissance économique dans ces pays est quasi nul, voyez-vous, et la réalité des chiffres, elle est là. Et on peut considérer que l'avenir du monde aujourd'hui, la croissance économique du monde, et donc des économies européennes, occidentales, se trouve au niveau des pays émergents. Mais dans ces pays émergents, il y a l'Afrique, effectivement, qui peut tirer son épingle du jeu. En prenant quel modèle? Celui des pays asiatiques? Écoutez, vous savez, nous avons été par observation, on a été voir des pays qui nous parlent un peu, c'est-à-dire l'île Maurice, qui aujourd'hui est 15e, je crois, en termes de classement doing business au niveau mondial, Singapour numéro 1 mondial, et avec ces deux pays, nous nous sommes rendus compte que ce sont des pays qui, quelque part, sont comparables aux nôtres. L'île Maurice n'avait que la canne à sucre lorsque ce pays était indépendant. Ses réserves de change correspondaient à 2 semaines d'importation. Et donc certains économistes, et pas des moindres britanniques, de la London School of Economy prédisaient que ce pays n'avait pas d'avenir. Et on voit ce que ce pays est devenu aujourd'hui, parce qu'ils ont effectivement commencé par la création des zones économiques spéciales dédiées à l'exportation, en saisissant l'opportunité des accords avec la CE à l'époque concernant le sucre, les accords avec l'AGOA concernant le textile. Donc nous avons été dans ce pays et nous avons même conclu un accord, une convention dans laquelle les entreprises mauriciennes pourront effectivement, à travers la présence du gouvernement mauricien, participer au développement et à la promotion des zones économiques spéciales au Congo. Nous sommes également retrouvés du côté de Singapour, et à Singapour, on s'est rendu compte que ce pays n'a aucune ressource. Ce pays importe de l'eau, importe du sable, n'a bâti son économie que sur la présence d'un port, ce qui est comparable, bien entendu, à notre position géographique, ici, en Afrique centrale. Nous sommes le pays qui dispose du seul port en eau profonde, ce qui, quelque part, a suscité un intérêt de la part des experts singapouriens qui ont considéré qu'en toute objectivité, notre pays avait un potentiel de leadership économique au niveau de l'Afrique centrale. Et donc, ce pays qui a construit son développement uniquement sur l'investissement sur la ressource humaine et sur le know-how, le savoir-faire. Le savoir-faire est un exemple. Et évidemment, la Chine qui a pu démontrer, à partir de ce que Deng Xiaoping avait imaginé dans les années 80, à travers sa politique de réforme et d'ouverture, en créant les 4 premières zones économiques spéciales, Xiamen, Shenzhen et 2 autres qui m'échappent, mais ceci avec justement l'appui technique des Singapouriens. Donc ce sont des pays qui, quelque part, sont partis il y a 50 ans de rien, et aujourd'hui existent, si vous voulez, pèsent, et changent, si vous voulez, la géographie de la croissance économique mondiale. Et pour cela, une question sera encore d'actualité, c'est celle du transfert des technologies. Bien sûr, mais un transfert de technologie adapté, si vous voulez, à notre situation de pays sous-développés. Parce que ce que les Chinois ont réussi, ce que les Singapouriens ont réussi, ce que les Mauriciens ont réussi, sort, si vous voulez, un peu des schémas classiques, si vous voulez, de résolution des problèmes de ce développement. Aujourd'hui, quelle est l'ambition affichée à travers les zones économiques à venir? Quel est surtout le calendrier pour la création le calendrier, nous avons démarré
les études de faisabilité avec une expertise singapourienne pour la zone économique spéciale de Pointe-Noire, ensuite la zone économique spéciale de Yolombo. Nous avons, à travers un appel d'offres dont les termes de référence ont été rédigés avec l'appui plutôt de la Banque mondiale, lancé un appel d'offres à travers la Délégation générale des grands travaux. On a retenu un consortium composé de Bain & Co, cabinet d'expertise américain mondialement reconnu, Gilles et Laurette, Aegis et Quantique, donc des cabinets d'expertise européennes, françaises et moyen-orientales. Eh bien, ce consortium travaille sur la zone de Brazzaville et de Ouesso, mais dans ces termes de référence, ce consortium va mettre en place, va nous proposer, si vous voulez, le texte institutionnel qui va définir, si vous voulez, le statut de la zone économique spéciale au Congo. On a souvent dit que 2015 était l'horizon pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Ce n'est pas uniquement votre ministère qui va du millénaire pour le développement. Ce n'est pas uniquement de votre sort, mais on peut beaucoup s'appuyer sur votre ministère pour y arriver. Vous savez, ces objectifs, ces OMD ont été définis avec les Nations Unies, n'est-ce pas? Mais en même temps, à travers ces Nations Unies, il y a, on va dire, des opérations d'intervention militaire au nom de la démocratie, des droits de l'homme, de la liberté, dans des pays qui, quelque part, du point de vue de ces indicateurs, avaient quand même fait un pas de plus. Et au nom, justement, de ces interventions, d'un côté, les Nations Unies parlent d'OMD, et de l'autre côté, on casse les infrastructures dans certains pays. Bon, donc, pour nous, ce qui est important, pour les Congolais, c'est ce qui est à notre portée, ce que nous voulons réaliser. Nous avons un plan national de développement 2012-2016. Eh bien, il est consigné là-dedans qu'il va falloir effectivement que nous sortions notre pays du développement. OMD ou pas, c'est une volonté que nous avons dans notre propre pays. Et ensuite, pour ce qui concerne le ministère, nous pensons que les études de faisabilité, si nous respectons bien entendu nos obligations financières vis-à-vis des experts, à la fin de l'année, nous aurons les résultats de toutes ces études de faisabilité et que nous pourrons ensuite présenter, on va dire, à la communauté des investisseurs mondiaux pour qu'ils regardent ce que le Congo propose, offre comme possibilité, mais ceci, si vous voulez, avec comme priorité, primauté, bien entendu, la possibilité de créer des partenariats avec des Congolais, parce que nous savons qu'il y en a qui ont cette énergie et qui veulent créer des entreprises, notamment au niveau de la diaspora, pardon. Donc il est prévu justement des mécanismes. Donc nous pensons que 2013, eh bien, en touchant du bois, la première zone économique spéciale pourra, on va dire, émerger au Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.